Eh bien, bonsoir à tous. Voici donc notre troisième volet de notre thème sur l'éducation, passerelle vers le futur. La fois dernière, nous avons mis l'accent sur trois éléments importants pour le développement de la conscience solidaire, qui, comme nous l'avons vu, n'a pas grand-chose à voir avec la conscience de solidarité. Vraiment la conscience que l'univers est un tout, un ensemble. On avait vu qu'il était important de développer le mental, le cœur, la compréhension par le cœur et la sensibilité. Et je vous annonçais que nous allions développer tout cela. Nous commençons donc par les sens et nous allons le faire sur plusieurs mois pour prendre le temps de développer vraiment dans les détails ce que peut apporter pour chacun d'entre nous les sens, le développement des sens, et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement important. Que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour la nôtre, donc à n'importe quel degré de conscience, les sens sont vraiment une très très grande importance. Alors voyons que nous apportent ces sens. D'abord peut-être en les définissant. En effet, si on croit, comme on le croit d'habitude, que les sens sont simplement donc une fonction qui nous permet de découvrir le monde tel qu'il est, donc on découvre, nos yeux découvrent des couleurs ou des formes, nos oreilles des sons ou des bruits, nos papilles gustatives des goûts, etc. Si on pense qu'effectivement nos sens ne sont là que pour décoder ce monde réel, on ne peut pas comprendre tout ce qui va suivre. Il faut donc revoir à la hausse la définition d'un sens. Comme je vous l'ai souvent dit, parce qu'on en parle à propos du mental, qui est un sixième sens, et qu'on verra un petit peu plus tard, un sens est une fonction qui perçoit des vibrations et qui les transforme en informations. Donc il y a deux aspects. Il y a effectivement la capacité de percevoir des vibrations et de les transformer donc en informations, donc par l'intermédiaire de notre cerveau. Ça c'est très important parce que comme tout est vibration, cette définition d'un sens nous permet de nous ouvrir à des choses totalement infinies. Ça veut dire que finalement, les sens ne sont pas là simplement pour décoder les vibrations les plus denses, les plus habituelles, celles que nous connaissons, celles qui sont exotériques. Mais un sens va pouvoir nous ouvrir à des vibrations inconnues, subtiles, voire même peut-être des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et d'un seul coup, les sens ont une vocation à devenir des informateurs à tous les niveaux, à quelque niveau de conscience que ce soit. Ce n'est pas quelque chose qui sert simplement à informer l'être que nous sommes du monde extérieur, mais c'est quelque chose qui sert à nous informer de l'univers tout entier, au fur et à mesure que nous allons progresser en conscience, parce que bien évidemment, si toutes ces informations existent, ce n'est qu'en montant en conscience que nous allons pouvoir y accéder progressivement. On pourrait dire que ces sens, ils ont plusieurs fonctions au fur et à mesure qu'on évolue. Par exemple, ne serait-ce qu'au tout début, dans l'enfance, la tendre enfance, les sens, c'est vraiment quelque chose qui permet à l'enfant de se distinguer de l'extérieur. C'est ce qui lui permet simplement de réaliser qu'il est une conscience séparée. C'est déjà un mini-moi. Si on n'avait pas les sens, on serait complètement fondu dans ce monde extérieur, on ne pourrait rien distinguer de notre appartenance à nous-mêmes. Et puis on va grandir, et progressivement les sens vont assurer une deuxième fonction importante, celle de nous individualiser. Plus on grandit, plus on s'aperçoit qu'on a nos propres goûts, qu'on a notre capacité d'entendre ce que les autres n'entendent pas, qu'on voit ce que les autres ne voient pas, qu'on touche certaines choses et que les autres ne touchent pas, ou qu'on aime ceci ou qu'on n'aime pas cela. Bref, par les sens, on va progressivement prendre et se rendre compte de notre différence, de notre individualité. À condition que l'éducation aille bien dans ce sens, j'y reviendrai tout à l'heure justement, parce que quelquefois l'éducation au sens ne va pas forcément dans le sens de l'individualité et du développement de ce que nous sommes chacun profondément. Enfin, on pourrait dire que les sens sont un apport absolument fantastique de connaissances. Sans les sens, on n'aurait pas du tout toutes ces connaissances. Est-ce qu'on réalise, par exemple, que tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons sur nos écrans, sur nos ordinateurs, à la télévision, à la radio, bref, tout ça, ça passe par les sens. Il n'y a aucune information, finalement, qui ne passe par les sens. Donc tout notre savoir immense passe entièrement par les sens. Même si nous ignorons encore tout ce que nous pouvons apprendre par eux. C'est encore dans le monde subtil et dans le monde intérieur qu'on va apprendre des choses, pas simplement de l'extérieur. Et puis, on pourrait dire qu'enfin, et c'est ça qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, les sens sont un processus d'éducation à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Si à un moment donné, on va réussir à faire la différence entre moi et le soi, entre la personnalité et le monde de l'âme, c'est grâce au sens. Tourner cette fois-ci vers l'intérieur et non plus seulement vers l'extérieur. Et donc toute cette différenciation et bien d'autres qui s'offriront à nous au fur et à mesure qu'on avance, ce sera aussi ça. Si on a réussi à reconnaître plus tard la vibration de l'âme de quelqu'un, ou si on reconnaît certaines choses dans le monde subtil, ce sera encore par le biais des sens.
C'est vous dire à quel point on pourrait raconter toute l'histoire de l'évolution humaine uniquement par les sens. Commençons tout de suite avec le goût et l'odorat, puisque nous avons appelé ce soir la conférence le goût de vivre et d'unir. Pourquoi le goût et l'odorat ? Le goût et l'odorat, même si ce ne sont pas forcément des sens qui apparaissent fondamentaux, vous allez voir combien ils sont une base très importante, une base psychologique, une base sociale pour nous. En effet, si on interroge les personnes, même si vous vous interrogez vous-même, en vous demandant quels sont les sens que j'utilise le plus ou qui me semblent le plus indispensables, la plupart du temps, quand on interroge comme ça, ce qui revient souvent, c'est l'ouïe, la vue, le toucher. Et puis le goût et l'odorat sont souvent en queue de peloton. Ça paraît tout à fait secondaire. Après tout, si je perds le goût, bon, c'est pas très grave. Ou si je perds l'odorat, c'est pas très grave. Ça, c'est parce qu'on ne voit que ces deux sens que du point de vue physique. Vous allez voir que quand on va aller travailler, on va s'apercevoir qu'on ne peut même pas répondre à cette question parce que chaque sens est tellement important, chaque sens est tellement porteur de choses fondamentales que je ne peux plus du tout choisir ce qui nous paraît important ou ce qui ne l'est pas. Pourquoi le goût et l'odorat en même temps alors que les autres sens, on va les traiter un par un ? Parce qu'ils sont très reliés. Il est très difficile de séparer, si on ne le travaille pas, le goût et l'odorat. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsque quelqu'un qui est complètement enrhumé vous dit en mangeant quelque chose, excuse-moi, je sens rien, je ne peux pas te dire le goût de cet aliment parce que j'ai le rhume. Or, le rhume, le plus grand soit-il, n'a absolument jamais empêché le goût de fonctionner. Par contre, ça agit sur l'odorat. Et c'est là qu'on se rend compte que la plupart du temps, quand nous mangeons et que l'on déguste les aliments, on confond allègrement le goût et l'odorat. Le goût, il est réduit finalement à quelque chose de très simple, à des quelques saveurs. Et qu'on connaît bien, hein, le sucré, le salé, le piquant, l'acide, la mer, etc. Mais c'est tout. Vous pouvez avoir le rhume, vous saurez toujours si c'est sucré ou si c'est salé. Par contre, effectivement, les odeurs viennent en complément de la dégustation, et c'est fondamental, hein, même pour un vin ou pour un certain nombre de mets, etc. C'est toujours très important de sentir. Et il y a un conduit direct quand on mange par l'arrière-gorge, ça remonte directement dans le nez, et c'est vrai que pour nous, ces deux sens sont ensemble. Ça, c'est au point de vue physique. Mais vous allez voir que c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui existe sur le plan physique n'est que la partie visible, la partie émergée d'un iceberg extrêmement important. Ça veut dire que si on les confond, ou s'ils sont mélangés ou indissociables sur le plan physique, ça veut dire que bien évidemment, ils le sont tout à fait en haut. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que tous les sens sont parfaitement dissociables ? Sur le plan physique, oui. Ou sur les plans, même sur le plan émotionnel, comme on va le voir, oui, on pourrait dire que tous les sens sont relativement bien, chacun leur spécialité. Chacun va amener un lot d'informations bien particulier. Mais ça, c'est vraiment sur les plans les plus denses. Plus on va remonter dans les plans de conscience, plus on remonte dans les subtilités, on pourrait faire une espèce de triangle comme ça, et plus il va y avoir fusion des sens. À un moment donné, quand on remonte sur des plans subtils qui pour l'instant nous échappent un peu, à savoir si c'est en même temps, si c'est du goût, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe, etc., tout ceci fusionne et finit par devenir un seul sens unitaire. Ça tend vers une unification au fur et à mesure que ces sens nous emmènent progressivement vers le haut. En effet, ces sens, ils ont une progression psychologique très importante. On ne va pas tout voir parce que ça nous emmènerait sur des plans de conscience qu'il faudrait d'abord vraiment complètement expliquer. Et puis, comme on n'en a pas forcément l'expérience, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pratique. Mais on va dire que ces sens, on va les étudier sur 3 plans fondamentaux. Naturellement, sur le plan physique, tout le monde les connaît, on passera très vite. Par contre, on verra qu'on possède déjà une expérience de ces sens sur le plan émotionnel. Et là, ils jouent un rôle très important dans notre société. Et puis on verra que ce que nous avons à travailler, et c'est là qu'on mettra un petit peu l'accent, surtout par rapport justement à cette capacité à remonter dans un goût de vivre et d'unir plus fondamental, eh bien on remontera donc sur l'aspect mental des sens. Quand je dis mental, c'est pas uniquement le mental concret. C'est en rapport avec le monde de l'âme et en rapport avec le mental abstrait. On est vraiment donc là dans des sphères supérieures et il n'est pas question surtout de rester au niveau du petit mental concret qui lui la plupart du temps est beaucoup plus en rapport avec le port émotionnel. Donc on remontera donc jusque sur le plan de l'âme qu'on va appeler donc le plan mental et puis je vous signalerai quand même donc des plans qui sont encore au-dessus, des plans supérieurs de conscience qui sont même au-dessus de l'âme, qui sont dans l'approche de l'esprit et qui pour nous sont pour l'instant une joyeuse espérance mais c'est intéressant quand même, je vous signalerai comment ces sens peuvent nous mener là, parce que ça nous donne une perspective, ça nous donne une petite idée de jusqu'où ils peuvent aller, même si pour nous, pour l'instant, ça n'est pas vraiment l'objectif.
Le sens du goût, c'est très simple. Comme je vous le disais, c'est un certain nombre de saveurs détectées par la langue, qui est l'organe de sensation. Pendant très longtemps, on a cru qu'il y avait 4 saveurs. Le sucré, le salé, l'amer et le piquant, acide. Mais on a découvert une 5e saveur. Mais comme ça a été découvert par un japonais, à propos de la cuisine japonaise, les Occidentaux ont mis du temps quand même pour accepter. C'est l'umami. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Eh bien, l'umami, c'est la 5e saveur. C'est la saveur qui correspond au glutamate, qui est un produit très très utilisé dans la cuisine japonaise et qui ne s'associe pas du tout aux 4 saveurs. Mais c'est vrai que les chercheurs sont toujours en train de plancher là-dessus. Par exemple, ils ont découvert également qu'au-delà de cette 5e saveur qui est maintenant unanimement acceptée, on a trouvé également des saveurs thermiques. En stimulant le bout de la langue avec du froid, ça fait naître une saveur. Et en stimulant les bords de la langue avec du chaud, ça fait naître aussi une saveur thermique qui ne s'apparente pas non plus les autres. Donc tiens, bizarre, il semblerait qu'il apparaisse progressivement 7 saveurs. 7 rayons, 7 saveurs, bon, pourquoi pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, on est en train de travailler dessus, de même que les savants sont aussi en train de s'apercevoir que l'amer lui-même comporte peut-être 5 sous-saveurs, il y a 5 spécialités au sein de la mer. Bref, les gens sont toujours en train de bien plancher pour essayer de comprendre ce sens un petit peu mystérieux. Mais tout ça pour vous dire que de toute façon, même s'il y a 7 saveurs, ça ne nous emmène pas très loin dans le sens du goût. À quoi va répondre le sens du goût? Quelle est la question que pose fondamentalement le sens du goût? Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est aussi simple que ça. Et c'est la même question pour le règne animal. En effet, pour les animaux, il est très important de ne pas s'empoisonner en mangeant. Donc ils ont un sens du goût et qui fait qu'ils vont pouvoir manger certaines feuilles, les herbivores en particulier, pas certains champignons, certaines plantes, mais pas d'autres. Ça va même quelquefois changer avec la saison. Les chèvres sont tout à fait spécialistes par rapport à ça. Et donc ils ne mangent pas n'importe quoi, n'importe quand. Mais ça, c'est uniquement au goût. Ce n'est pas forcément la reconnaissance de la feuille ou de la plante. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Plein de choses. Et naturellement, vous voyez que très rapidement, on décolle des saveurs. Déjà, quand on pose la question « qu'est-ce qui est bon pour moi ?», je pense que vous tous, vous avez déjà pensé à « qu'est-ce qui est bon dans la vie ?» en général. Eh bien oui, effectivement. Et le sens du goût est peut-être celui qui est le plus utilisé dans le langage courant pour désigner plein d'autres choses que ce qu'il désigne à l'origine. Le goût, pour nous, c'est plus du tout simplement les 5 saveurs. Avoir du goût, c'est apprécier ou ne pas apprécier les choses. Est-ce qu'on a les mêmes goûts que les autres? Est-ce que tous les goûts sont dans la nature? Ah, ça, c'est une faute de goût. Oh, c'est quelqu'un qui a aucun goût. C'est quelqu'un qui s'habille avec beaucoup de goût. Mais on n'arrête pas d'utiliser ça et naturellement, ça n'a rien à voir avec les saveurs fondamentales sur la langue. Finalement, ça devient quelque chose de beaucoup plus général. À partir de là, on va trouver ce sens du goût avec sa progression. Le goût, sur le plan physique, va donner sur le plan émotionnel, peut-être première surprise, l'imagination. L'imagination, eh bien, c'est l'équivalent du goût sur le plan émotionnel. Quand vous faites preuve d'imagination, c'est que vous faites preuve de goût. En effet, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que très rapidement, et nous sommes complètement, nous, sur le plan émotionnel, on va répondre, oui, à cette question, qu'est-ce qui est bon pour moi, en la modifiant légèrement. Cette question, elle va devenir, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce qui serait bon pour ma vie? Qu'est-ce qui serait bon pour mon bonheur? Et vous voyez comme d'un seul coup on a changé? Et du coup, je vais me mettre à imaginer, parce que c'est pas ce qui est bon tout de suite, c'est qu'est-ce qui serait bon? Qu'est-ce qui serait bon pour ma vie? Ouh là 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 là. J'ai le choix, je peux tout dire, tu peux tout dire. Ouh là là là, alors qu'est-ce qui serait bon pour moi? Et alors là, on a une véritable arborescence de désir, de goût. Et souvent, on en rajoute parce qu'on ne pense pas à tout en même temps. Naturellement, très différents selon les uns et les autres. On est 7 milliards d'individus, j'ai certainement 7 milliards d'arborescences complètement différents. Pourquoi je vous parle d'arborescence? Parce qu'on peut vraiment le dessiner de la façon suivante. On peut imaginer donc qu'au départ, nous avons les 5 ou 7, je ne sais pas, bon, on laisse 5 pour l'instant, goûts principaux. Donc les 7 saveurs fondamentales, qui peuvent se combiner bien sûr, mais au départ c'est ça. Depuis des milliers d'années, l'humanité vit très simplement. Vous le voyez encore dans les peuplades, quelque peu en dehors de notre civilisation industrielle, ils vivent très simplement. Ils ont ce qu'on appelle des goûts simples. Il faut simplement assurer une vie, une nourriture, des soins, une alphabétisation, des choses très très simples. Ils ne demandent pas des trucs extraordinaires. C'est dès qu'on va avoir le contact avec la civilisation que alors là, ça va augmenter. Mais au départ, on a tous vécu avec des goûts très très simples.
On ne demandait pas vraiment des choses extraordinaires. Par contre, quand on passe en conscience individuelle et que le mental et l'émotionnel flambent complètement, alors là, la question qu'est-ce qui serait bon pour moi? Là, on a véritablement donc, une espèce d'arborescence qui naît avec des milliers de goûts dans tous les sens. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Tout ça. Ça, ce serait tout bon pour moi. Et vous comprenez pourquoi il est difficile finalement d'arriver à une société de groupe, une société d'ensemble, quand finalement nous sommes 7 milliards à avoir autant de goûts différents des uns des autres, et qu'on aimerait bien que ça soit exaucé, si on pouvait avoir tous ces goûts. C'est devenu tellement important qu'on en a fait une société. On en a fait une société industrielle, on en a fait une société économique. Notre système libéral d'économie a trouvé que pour arriver à progresser et à voir la fameuse croissance, le mieux ce serait encore que tout le monde ait plein de goûts et qu'on réussisse à exaucer tout le monde. Ce serait très bien. Et donc si on veut exaucer tout le monde, c'est fantastique, il faut créer tout le temps des choses. Et après la guerre en 1945, c'est vrai qu'on s'est mis à créer plein de trucs. Oui, mais à un moment donné, on se rend compte que les goûts, ça passe. À un moment donné, bon, on sent là, c'est bien, ça je l'ai fait, ça je l'ai, etc. Et on s'est dit, oui, mais du coup, on ne peut pas fonder une société de croissance là-dessus. Donc si on veut une croissance permanente, il est nécessaire absolument de toujours produire plus. En se disant, naturellement, avec une bonne conscience, que si on produit plus, les gens seront de plus en plus riches, ils pourront de plus en plus consommer, et la société montera en richesse, parce que la richesse retombera sur tout le monde. La théorie du ruissellement économique, on sait très bien comment ça marche. Bon, donc ça c'est la théorie. Donc voilà pourquoi ce stade-là, c'est vraiment le stade de l'imagination au pouvoir. On n'arrête pas d'imaginer tout ce qu'on pourrait inventer qui pourrait faire envie. Mais si les gens ne le savent pas, il faut le faire savoir. Et voilà pourquoi on a inventé la publicité. La publicité est le seul processus garant du fonctionnement du système. Et ça sert à quoi la publicité? À nous donner le goût qu'on n'a pas encore. Parce que c'est bien beau d'inventer des tas de produits, mais si on ne nous donne pas le goût de les avoir et de les acheter, ça ne marche pas. Alors il faut nous donner absolument le goût. Et donc on développe aussi des trésors d'ingéniosité et d'imagination pour développer la publicité, pour pouvoir faire ça. Et donc grâce à ça, il y a une croissance permanente, il y a tout le temps des produits nouveaux qui nous développent le goût. Et c'est exponentiel. Et on est dans une société où vraiment on est complètement malade. Quelquefois on nous dit qu'on est dans une société de l'audiovisuel. On en reparlera quand on parlera de l'ouïe et du sens de la vue. On dit on est vraiment dans une société de l'audiovisuel. Accessoirement, oui. Fondamentalement, dans une société du goût, qui exploite le goût et qui essaie de nous donner le goût. À l'école, il y a des gens qui disent « ça serait quand même bien qu'on éduque les enfants au sens du goût ». Et parfois, il y a un jour, peut-être même dans l'année, où on essaie de leur faire goûter un petit peu d'autres saveurs, on les initie à ça. Mais il faudrait se rendre compte combien c'est très court. Parce que les initier au goût physique, mais c'est rien. Il faut se rendre compte que le principal éducateur, non. Le principal pourvoyeur d'élevage du goût, pour reprendre la différence qu'on a faite à la première conférence, c'est tout simplement la publicité. La publicité est vraiment la fonction qui donne la plus grande formation du goût aux enfants, aux adolescents et aux adultes. La publicité, c'est l'art de nous faire aimer ce qui est rentable de produire, ce qui est intéressant de produire. Ça veut dire que si vous n'avez pas le goût pour la nourriture industrielle, pour les sucres, etc., on va vous le donner, de manière à ce que progressivement vous arrêtiez de manger des produits sains, mais que vous bouffiez véritablement des produits qu'on vous fabrique pour vous, qui nous font faire un maximum de bénéfices. Et on va se charger de développer le goût. Ça, c'est de l'élevage. Cet élevage, il est extraordinairement performant et progressivement, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de plein de choses comme ça, on s'aperçoit que la société industrielle de consommation fait de l'élevage en cherchant à formater complètement le goût de tout le monde. Regardez les grands éducateurs que sont les faiseurs de mode, qui disent qu'à un moment donné, ça c'est la mode. Juste pour cette année. L'année prochaine, ce sera un autre truc. Les grands faiseurs de tendance. Ah, ça c'est tendance, ça c'est plus tendance. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ce sont des gens qui vous disent, en ce moment, il faut avoir le goût de ça. L'année prochaine, vous aurez le goût pour autre chose. Mais c'est nous qui vous disons pourquoi il faut avoir le goût. Et le pire, c'est qu'effectivement, ceux qui n'ont pas encore été suffisamment individualisés vont suivre complètement ce processus. Et ceux particulièrement faibles, évidemment, des enfants et des adolescents. Tout à l'heure, je vous disais, pour commencer, un des points très importants de l'utilisation des sens, c'est d'arriver à nous développer dans notre individualité, dans notre spécificité. Une éducation au goût, ce serait vraiment arriver à développer chez chaque enfant, chez chaque personne, ton goût. Quel est ton goût à toi?
et non pas essayer de formater depuis l'extérieur une espèce de goût universel qu'il est rentable de produire et qu'il est grand temps de faire la résistance et d'amener une contre-éducation. Contre cet élevage forcené, il faut vraiment faire une éducation au goût par rapport aux enfants. Et c'est vraiment important. Comment on va faire? C'est important de leur développer l'imagination. Oui, absolument. Il faut vraiment arriver à sortir du goût et développer l'imagination. Ça veut dire qu'il va falloir développer chez les enfants l'imagination, mais aussi le goût de la découverte, la curiosité, qui n'est pas du tout un vilain défaut, mais qui est au contraire une des plus grandes qualités. Et pour ça, il faut leur offrir justement toutes sortes de possibilités, une palette de possibilités. Il faut justement choisir dans tout ça qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Il faut surtout, comme on l'a dit la première fois, il y a 2 mois, les éduquer vers le futur et non pas vers le passé. Et donc choisir dans toute la palette de possibles qu'est-ce qui est dans le futur. Par exemple, les éduquer beaucoup plus à la coopération, qui est une valeur de demain, plutôt qu'à la compétition, qui est une valeur has-been. Les éduquer à tout ce qui est autour, à ce qu'ils aient véritablement le goût pour d'autres choses, le goût pour la relation, le goût pour la nature, le goût pour les différents règnes, le goût pour les connaissances, le goût pour des pratiques artistiques, etc. Leur donner toute une palette de possibles et ne pas laisser la télévision, tous les réseaux sociaux éduquer dans une espèce d'élevage grégaire toute une population de jeunes qui effectivement à un moment donné vont se retrouver à aimer ça puisqu'on les a élevés là-dedans. Le mot appétit vient du latin désir. Bon appétit, bon désir. On est vraiment là dans le processus du désir. Le goût, c'est le sens du désir. Quel désir avons-nous? Dans quelle éducation du désir faisons-nous? C'est vraiment donc des questions tout à fait fondamentales. Naturellement, il n'y a pas que ce qui est trait au niveau commercial, au niveau physique, au niveau de la consommation. Le sens du goût, c'est un sens qui est relié au rayon 6. Le rayon 6, c'est le rayon de l'idéalisme. C'est l'énergie d'idéalisme. Et donc c'est vraiment une énergie tout à fait puissante, cette énergie d'idéalisme, puisqu'elle a été très très présente depuis 2000 ans. C'est une fonction qui développe aussi donc le moi-je, qui développe l'individualité. Et donc on voit bien combien le goût est en rapport avec mon désir, avec ce que j'aime moi, et combien ça nous amène comme ça à nous individualiser dans tout ce que l'on a envie. Et donc ce goût, ça aussi va nous développer quelque chose qui est un peu plus élevé, et qui va nous amener aussi beaucoup plus loin. Ce sont tous les idéaux. Le goût, c'est ce qui provoque tous les idéaux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans notre évolution, on a tous des idéaux, que ce soit un idéal social, que ce soit un idéal politique, que ce soit un idéal de fraternité, d'équité, un idéal de justice, un idéal religieux, un idéal spirituel. Bref, toute la palette des idéaux que vous pouvez imaginer, depuis peut-être les plus simples jusqu'aux plus complexes ou les plus subtils, tout ça, c'est du goût. Le goût, c'est donc vraiment une véritable capacité pour nous de travailler et d'amener cela. Sachant que tous les sens, je vous le redirai peut-être pour les autres, mais tous les sens s'éduquent. Ça, c'est tout à fait fondamental. Si le sens, c'était quelque chose que l'on a, une espèce d'acquis comme ça, puis c'est trop tard, évidemment, ce serait désespérant. Au contraire, les sens ont une capacité d'éducation extraordinaire. On le voit même purement physiquement pour les nés qui font des parfums ou les musiciens, etc. C'est vraiment des choses qui s'éduquent parfaitement, non seulement au niveau physique, mais sur tous les plans psychologiques. Et donc, arriver à sortir justement de ce processus simplement de consommation et d'aller de plus en plus dans des idéaux, et voire dans des idéaux d'ensemble, c'est sûr que là, c'est vraiment un des grands aspects fondamentaux donc, de ce processus d'éducation. Et donc, plus on va être dans ce système d'idéaux, plus on va commencer, nous en tant qu'adultes, à changer la question. On a des idéaux sociaux, on a des idéaux politiques, on a des idéaux écologiques, etc. Et du coup, ça nous amène progressivement à dire, mais attends, la vraie question du sens du goût, il ne faut pas que ça soit qu'est-ce qui serait bon pour moi, mais qu'est-ce qui serait bon pour nous? Qu'est-ce qui serait bon pour tous? Qu'est-ce qui serait bon pour l'ensemble? C'est ça la vraie question. Parce que si chacun essaie de matérialiser ce qui est bon pour lui, on ne s'en sort pas. Il faut donc véritablement qu'on essaye de voir qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble. Ah oui, effectivement. Et là, on voit toute la transmutation du désir. C'est là où on va commencer à voir qu'effectivement, il y a tout un processus de transmutation qui est en train de s'opérer. Le désir se transmute en désir beaucoup plus subtil, en ce qu'on appelle en aspiration. Alors, on va toucher à ce moment-là la troisième fonction du goût, sur le plan mental supérieur, sur le plan de l'âme, qui est le discernement. Le discernement est la fonction supérieure du goût. Pourquoi? Pour ça, on va le voir sur le schéma. En effet, quand je commence à me poser la question, qu'est-ce qui serait bon pour nous? Alors que je suis face à ce fatras d'arborescence, donc de tout ce que j'ai pu imaginer qui serait bon pour moi, je me rends compte qu'il va falloir discerner dans tout ça quelles sont les valeurs à garder
parce qu'elles sont effectivement déjà des valeurs d'ensemble, ou quelles sont les valeurs qu'il va falloir éliminer. Et c'est là qu'on découvre que le sens du goût, c'est éminemment le sens des valeurs. À tous les niveaux. Depuis combien ça vaut? Ah, c'est trop cher. Ou combien ça vaut? Ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup? Ça vaut bien? Jusqu'aux valeurs subtiles et aux valeurs fondamentales, c'est le sens des valeurs. Progresser dans ce sens des valeurs, c'est exactement le but du sens du goût. Et donc, on va découvrir dans notre arborescence des valeurs qui sont à garder par rapport à l'ensemble. Et puis d'autres qui ne vont pas du tout, qui sont à éliminer. D'où le discernement. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va passer au discernement, parce qu'on cherche à garder les valeurs d'ensemble, on va refaire tout un processus comme ça. Il va falloir éliminer progressivement, peut-être pour en revenir à 7 valeurs, les 7 grandes valeurs des 7 grandes énergies, le plan, l'amour, l'intelligence, l'harmonie, etc. Donc finalement, on va avoir une diminution drastique à faire pour éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être. On va se rendre compte que dans tous les fantasmes que j'avais, ou dans tous les désirs, ou dans toutes les projections que je pouvais avoir, pour moi oui, mais pour un ensemble, c'est pas possible. Donc je laisse tomber. Et c'est là qu'on va découvrir ce qu'on appelle la fonction active du sens du goût. Si la fonction sensorielle est assurée par la langue, la fonction active est assurée par l'anus. Ça peut surprendre. Alors bien sûr, vous me direz, il y a un côté logique. Ce sont les deux extrémités du même tube. Donc ce qui rentre d'un côté, il faut bien que ça ressorte de l'autre. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve une logique sur le plan physique, n'oubliez pas que le plan physique n'est que l'expression la plus dense d'une expression psychologique essentielle. Donc ça veut dire que c'est plus vrai, plus haut. À quoi sert notre fonction d'anus? C'est parce qu'à un moment donné, on s'est tellement encombré, on a tellement pris de choses là, de par notre imagination, on s'est tellement vraiment, on est devenu dans un boulimique complètement de goût, qu'à un moment donné, si on veut passer de l'autre côté et remonter beaucoup plus vers ce monde de l'âme, il faut tout lâcher. Donc vraiment, c'est là où par l'anus, flouf, tout ce qui n'a plus rien d'être, c'est rejeté. C'est pour ça que quelquefois, quand on ne sait pas quoi rejeter, qu'on hésite un petit peu, on peut être coincé momentanément parce qu'on ne sait pas quoi rejeter. Puis le moment où vous savez que ça y est, c'est plus clair, ouf, ça part. Nous sommes maintenant ce mois-ci dans l'énergie des poissons. Et vous vous souvenez peut-être que par rapport à l'année dernière, les poissons, c'est une énergie où pendant un mois, nous avons à affirmer ce qui est essentiel. Nous avons à affirmer les valeurs d'ensemble. Voilà. Quelles sont les valeurs d'ensemble que nous affirmons de manière à les faire grandir en nous? Ce qui a pour effet une élimination de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui est usé, de tout ce qu'on s'est encombré, de tout ce qu'on a pris en trop, de tout ce qui nous concerne nous, mais certainement pas l'ensemble. Ce grand moi est vraiment un moment d'affirmation des valeurs essentielles, de manière à pouvoir éliminer tout ce qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, c'est du boulot pour l'anus psychologique. Rejeter, éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être pour nous. Voilà donc la grande fonction, vous voyez, de ce discernement. À partir de là, on revient à ces valeurs fondamentales. Et elles vont nous emmener évidemment beaucoup plus loin. C'est là où je rentre dans des fonctions encore au-dessus de l'âme. Ça va nous amener donc à ce qu'on appelle l'intuition, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment la capacité de vivre totalement donc les valeurs supérieures. Et le goût va amener à ce qu'on appelle la perfection. Bon, j'en dirai pas plus parce que là encore, je vous disais, c'est tellement des notions qui nous dépassent. On dépasse le monde de l'âme ici, on va vers le monde de l'esprit. Donc vraiment, c'est des choses que pour l'instant, on ne peut pas vivre. Mais c'est simplement pour vous montrer que, mine de rien, si on part du haut en bas, ce qui est l'aspect général des choses, la perfection, pour l'atteindre, ça se traduit pour nous par le goût. Et comment nous, à partir du goût, si on le travaille correctement, on peut véritablement, par l'imagination, le discernement, l'intuition, la perfection, remonter donc à ces valeurs fondamentales. Voilà donc l'importance, vous voyez, de ce sens, celui qui nous amène les valeurs, celui qui nous fait discerner les valeurs, celle qui nous fait choisir et éliminer toutes celles qui n'ont plus lieu d'être. Si nous avançons et si nous progressons comme ça de plus en plus vers l'âme, on utilise forcément ce sens du goût, même si on ne s'en rend pas compte. Si dans notre vie, on est de plus en plus dans le monde de l'âme, si on se rend compte que dans notre vie, il faut transmuter le désir en une aspiration spirituelle, si on aspire de plus en plus vers les vraies qualités fondamentales, c'est qu'on utilise ce sens du goût. C'est que même sans le savoir, on a commencé à discerner ce qui allait ou ce qui n'allait pas comme valeur dans notre vie, qu'on les change et qu'effectivement, on va de plus en plus vers ce monde des valeurs essentielles. Voyons maintenant le sens de l'odorat. Alors le sens de l'odorat, il est beaucoup plus complexe que le sens du goût. Au début, je vous disais pour le sens du goût, 5 saveurs, peut-être 7, pas plus. Les odeurs, les parfums, c'est infini, des milliers.
C'est vraiment des milliers ou des millions d'odeurs qui existent, on ne peut pas répertorier des catégories comme ça, c'est absolument immense. Les nez, ceux qui travaillent sur les parfums, disent que c'est absolument prodigieux. Eux, ils réussissent quelquefois à en reconnaître quelques centaines. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement vaste, tellement il y a d'odeurs, tellement il y a de parfums. On passe de quelques-uns ici, là, à une infinité. C'est déjà un signe vraiment très très intéressant. Et puis, on va voir aussi que l'odorat nous pose une question différente. Pour le goût, c'était « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Pour l'odorat, c'est avec quoi munir, avec qui munir. C'est-à-dire vraiment, d'accord, c'est un sens qui va développer l'union. Mais avec quoi? Avec qui? Dans quelles conditions? Avec qui il est intéressant de s'unir? Avec quelle situation faut-il s'unir? Avec quoi faut-il fusionner? C'est donc véritablement le sens de l'unité. C'est pour ça que c'est en rapport avec le rayon 4, qui est le rayon de l'harmonie. S'harmoniser, devenir, s'unir. C'est intéressant à savoir parce que dans le monde de la nature, chez les animaux, et puis même chez les humains, le seul intérêt premier, basique, de l'odorat, c'est la sexualité. Fondamentalement, ça ne sert qu'à ça, au niveau physique. C'est uniquement se sentir, c'est l'histoire des phéromones, pour arriver à s'accoupler et faire des enfants. Ça marche très très bien chez les animaux, ça fonctionne très très bien chez les humains. Toute l'industrie du parfum et toute l'industrie des déodorants, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est uniquement une histoire sexuelle, de rencontres et de relations. C'est le sens sexuel. Maintenant, élevons-nous. Ce qu'on appelle la loi du sexe n'est pas une loi purement physique, humaine ou animale. La loi du sexe est une grande loi avec un S majuscule qu'on appelle la loi des polarités. Et qui fait que tout dans l'univers est divisé en deux polarités. Et qu'il s'agisse des étoiles qui sont polarisées et qui cherchent, si j'ose dire, l'étoile sœur ou les planètes, évidemment pas la façon dont nous le faisons, mais toute polarité plus cherche sa polarité moins et tout cherche à s'unir de manière à créer quelque chose d'autre. Donc c'est une loi fondamentale sur laquelle on aura l'occasion de revenir, une loi tout à fait intéressante. Et finalement, c'est à cette loi des polarités que nous introduit complètement donc le sens de l'odorat. C'est ce qui nous disait, ben voilà, maintenant on va sentir avec qui s'unir, avec quoi s'unir et pourquoi s'unir. C'est la sexualité, basiquement, donc il a forcément un rôle extrêmement important dans la relation humaine ou dans la relation avec tout. C'est un sens qui est, à cause de ça, beaucoup plus binaire que tous les autres. D'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu le rayon 4 savent que souvent c'est un rayon qui est très très binaire. On est dans le plus, on est dans le moins, et on cherche à s'harmoniser, c'est jamais facile. On en avait parlé l'année dernière, vous vous souvenez, avec la fameuse quatrième voie qu'il fallait trouver, qui n'est ni le plus ni le moins. C'est vraiment un sens plus binaire parce qu'il y a un enjeu à la fin qui est l'union. Vous n'avez qu'à faire l'expérience. Vous présentez quelque chose à quelqu'un, comme ça, à sentir, dans un pot neutre ou dans un truc neutre, sans dire ce que c'est. Tiens, sens-moi ça. Vous avez remarqué comme la personne se méfie. On y va doucement, au cas où ça ne sentirait pas bon. Et là, ah oui, le mouvement est immédiatement, ah, on repousse. Par contre, oh là, oh, je rentre dedans. Voilà pourquoi il est binaire. Parce que il ne s'agit pas de dire ouais, j'aime bien un peu, beaucoup, passionnément, ce qu'on peut faire avec tous les autres sens. Avec tous les autres sens, vous pouvez faire toute une échelle, une graduation. Vous aimez un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Pour l'odorat, pas du tout. Si c'est quelque chose que j'aime, alors je vais fusionner avec, je vais m'unir avec. J'aurai envie de rentrer dans cette odeur. Par contre, si c'est quelque chose que j'aime moyennement, pas terrible, sans que je déteste, ben non, je ne vais pas m'unir avec ça. Donc, non, je repousse. Voilà pourquoi c'est un sens qui est très très binaire et qui nous amène toujours à être finalement, à être j'aime ou j'aime pas, parce que si j'aime, je passe à l'unité. Si j'aime pas, je repousse. Vous voyez la conclusion qu'il faut en tirer au niveau des relations humaines, au niveau de la sexualité, prise dans son sens le plus général. L'odorat joue un rôle éminemment important dans l'histoire du racisme. Quand on parle justement entre gens qui ont des couleurs différentes, on s'aperçoit que, en rigolant, on dit que les blancs sentent le cadavre. Et les blancs répondent, nous on sent, les noirs, vous avez une odeur un peu trop forte, un peu poivrée, un peu épicée. Et chacun retrouve à redire sur les autres. Et on voit bien comment finalement, il y a cette odeur qui est là, mais que cette odeur, elle traduit un certain type vibratoire, un certain type d'harmonisation. En réalité, l'odorat, tout comme le goût, très rapidement, il n'y a plus d'odeur. Ça, c'est purement physique. Donc ça nous amène à définir véritablement l'odorat comme étant la capacité de reconnaître un taux vibratoire d'une situation, d'un lieu, d'une personne, d'un groupe, que sais-je.
un taux vibratoire qui est, oui ou non, en rapport avec le nôtre et avec lequel on apprécierait s'unir ou pas. Alors quelquefois ça se traduit par un parfum physique ou une impression physique, mais quelquefois non. Regardez comme souvent, comme on peut dire, vous entrez dans un lieu et voilà, tout de suite vous vous sentez bien. Ah, je le sens bien ce lieu. Ah, c'est sympa. Ah, c'est super. Là, vous sentez que le taux vibratoire du lieu vous correspond. Alors qu'il y a d'autres lieux où vous entrez, oh là 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 là. Eh ben non, eh ben on va pas rentrer là-dedans. Vous sentez que le taux vibratoire est peut-être trop dense, en tout cas vous correspond pas, même s'il correspond à d'autres, et que ça va pas du tout. Et même chose, on voit combien il est tout à fait difficile de communiquer avec quelqu'un qui, selon vos critères, sent pas bon. Ah, vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui a d'autres manquements, hein. Quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes goûts, quelqu'un que vous ne touchez pas. Oui, on peut prendre tous les autres sens, mais quelqu'un qui, selon vous, sent mauvais. Vous avez hâte que la communication s'arrête ou alors qu'elle se fasse à distance. Oui, c'est vraiment quelque chose, c'est ou bien quand on aime le parfum de quelqu'un, et toute l'industrie du parfum, je vous disais tout à l'heure, est faite pour ça, on a envie de se rapprocher, je peux te faire un bisou, comme tu sens bon. Mais tout de suite, il y a de l'unité dans l'air, et c'est fait pour ça. Au contraire, quand l'odeur est mauvaise, waouh, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un facteur d'harmonie. Et nous-mêmes, quelquefois, il y a des moments où on ne sent pas bon. On a mauvaise haleine et ça ne va pas du tout, pour nous-mêmes. Et c'est des moments où on est en disharmonie. Dès qu'on est à nouveau en harmonie, il y a quelque chose qui fait que ça s'accorde et qu'on sent bon. Et partout dans la nature. Hein, faites un compost. Si vous le loupez, votre compost, il sent mauvais. Il pique. S'il est bien harmonieux, il sent bon. Donc même des phénomènes de décomposition peuvent sentir bon à partir du moment où c'est harmonieux. Donc vous voyez le rapport donc, avec ce taux vibratoire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que dans la communication, sans arriver, vous voyez, quelquefois à des extrêmes, mais on arrive à se dire, cette personne, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas la sentir. Et quand vous ne pouvez pas sentir quelqu'un, vous l'avez dans le nez. Il n'y a rien à faire. Et du coup, vous ne pouvez pas la piffer. Ah ben, et vous voyez, on a des expressions très très riches en français parce que on ne conscientise pas toujours tout ça. Mais c'est bien là, on le sent bien. L'odorat va nous mettre complètement comme ça en rapport avec le processus d'alliance. C'est comme ça qu'on va apprendre à être les uns avec les autres. Le pendant de l'imagination pour l'odorat, donc l'odorat que l'on vit sur le plan émotionnel, on l'appelle l'idéalisme émotionnel. Mais en fait, l'idéalisme émotionnel, c'est rien d'autre que ce que nous on appelle l'affectif, l'amour. Et donc toute la fonction d'amour, toute la fonction d'affect, toute la fonction de sympathie, toute la fonction de syntonie, tout ça, c'est l'aspect souvent émotionnel de l'odorat. Quand on se sent bien avec quelqu'un, quand on peut respirer ensemble, tout va bien. Quand on n'arrive pas à sentir l'autre, non. Il ne va pas y avoir de sympathie, il peut y avoir des échanges, ou là, éventuellement sur Facebook, parce qu'il n'y a pas d'odeur, donc c'est très bien, mais c'est tout, quoi. Mais en fait, non, il n'y aura même pas du tout de sympathie du tout, parce que l'odeur en question traduit, encore une fois, un taux vibratoire qui ne vous convient pas. Et donc chacun peut arriver à trouver des taux vibratoires avec qui s'accorder, mais pas forcément avec tout le monde. Et pourtant, il va falloir pouvoir trouver comment s'accorder avec tout le monde dans les sphères supérieures de l'odorat. Mais dans un premier temps, vous voyez, on est là, donc dans tout ce monde de l'affectif, dans tout ce monde de la sympathie, et c'est là que ça se joue. Alors, éduquer les enfants à l'odorat, ça c'est tout à fait fondamental. C'est les éduquer à la relation. C'est les éduquer à la relation non seulement entre eux, mais avec les humains, avec les adultes. C'est les amener à la relation avec la planète Terre, et à les éduquer à prendre le temps de s'allier. De s'allier avec les autres, de s'allier à une situation, de s'allier avec des groupes, de s'harmoniser. Encore une fois, prendre le temps de s'harmoniser. Cette notion de prendre le temps n'est pas évidente, parce que c'est vraiment quelque chose où quand on a des gamins, ou même des adultes, parce que ce que je dis c'est valable pour tout le monde, qui sont toujours en train de bouger, qui n'ont pas le temps, qui sont pressés, etc. On n'a pas le temps de s'harmoniser. S'harmoniser, s'allier, réussir à sentir, à se sentir un avec les autres, ça demande du temps, ça demande de se poser. Par exemple, en leur enseignant la respiration. La respiration est forcément quelque chose de fantastique parce que c'est quelque chose qui, entre autres, enclenche l'odorat. Et donc, si vous enseignez à des enfants, même en bas âge, on a des expériences avec 5-6 ans, ça marche très très bien. Un enfant qui est énervé ou qui ne va pas, on l'enseigne simplement à s'asseoir. C'est une petite méditation, yoga, un petit système tout simple, et tu respires, tu fermes les yeux, et tu respires en pensant à ta respiration. Mais souvent, ce qui est encore plus simple, c'est de lui dire, tiens, tu respires la fleur qui est là, ou tu respires les fleurs, ou tu respires le papillon, les oiseaux, tu respires le paysage, tu respires tout ce qui est là. Quelques secondes, quelques 2-3 minutes, mais apprendre à se poser et apprendre à respirer ça.
Donc ce qui est intéressant, c'est dans la respiration, c'est comme si c'était un double mouvement, comme un ballon, comme si l'intérieur du ballon cherchait à s'harmoniser avec l'extérieur du ballon. On est les deux. Comme si finalement, nous, eh bien, il y a des choses qu'on cherche à prendre pour leur conférer certaines qualités, et puis qu'on va remettre à l'extérieur, et puis qu'on reprend. C'est une communication constante entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et se rendre compte que, oui, il y a des choses que tu prends, mais il y a des choses que tu donnes. Non seulement tu perçois des choses, mais en même temps, tu rejoins la nature, tu rejoins le paysage que tu respires, ou tu rejoins la fleur que tu respires, ou tu rejoins les copains ou les gens que tu imaginais que tu respires. Ben ça, c'est vraiment l'éducation à l'alliance, l'éducation à l'harmonisation. C'est quelque chose qui est d'une plus grande importance donc pour les enfants. Dans un moment où, quelquefois, on oublie ça parce que c'est toujours un petit peu pressé, stressé, qu'on n'a pas le temps et qu'on ne prend pas le temps justement de cette alliance. Avec tous les troubles psychologiques, tous les troubles affectifs qu'il peut y avoir. Parce que nous n'oublions pas que là, on est complètement sur le mode affectif. Donc si on ne prend pas le temps d'éduquer les enfants à l'harmonisation, eh bien il y a des troubles affectifs garantis. Alors pourquoi c'est vraiment extrêmement important d'arriver à percevoir donc tout ce processus d'harmonisation. Naturellement pour les adultes aussi. Tout ce que je viens de vous dire, apprendre à s'harmoniser, apprendre aussi quelquefois à respirer le paysage, à respirer l'ensemble, à respirer la globalité, c'est tout à fait fondamental. C'est vraiment quelque chose qui nous apprend aussi, nous, à nous harmoniser et à développer des relations un peu plus complexes que celles qu'on pourrait avoir simplement bonjour, bonsoir. Et donc c'est vraiment une éducation fondamentale, ce sens-là. Et naturellement, en ce sens, il va nous amener très rapidement le discernement spirituel, qui ne va pas être pareil que le discernement du goût. En quoi le discernement spirituel est différent du discernement? Au niveau du goût, on l'a vu tout à l'heure, il faut réussir à discerner quelques valeurs essentielles dans une arborescence touffue. Là, pas du tout. Là, dans le discernement spirituel, il ne s'agit pas de faire le tri, il s'agit d'arriver à retrouver le chemin vers l'essentiel. Ça, c'est un point fondamental qu'on retrouve justement dans l'odorat, c'est que nous sommes tous des esprits, nous sommes tous des âmes, et qu'en tant que tels, nous venons d'un monde unitaire, et que nous sommes fondamentalement des unités. Et nous sommes descendus au cours de l'évolution sur Terre pour y amener justement les qualités dont nous sommes porteurs. Donc nous sommes amour, nous sommes lumière, on est venus pour ça. Donc on a quelque peu perdu ce sens de l'unité, et pourtant on en a quelque part une nostalgie. On a une nostalgie de l'unité perdue, et on sait qu'il faut retrouver ça. Et c'est comme si finalement l'odorat nous disait, cherche. L'odorat, c'est le flair que nous devons développer pour retrouver le chemin de l'unité. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement ce dont se servent les oiseaux migrateurs pour retrouver leur chemin. C'est une question d'odorat. C'est exactement ce dont se servent également les pigeons voyageurs, ou c'est exactement ce dont se servent les saumons qui reviennent des mers des Sargasses pour retrouver la rivière dans laquelle ils sont nés pour aller à leur tour pondre. Vous allez me dire, comment on le sait? On l'a expérimenté. En particulier pour les saumons, on s'est aperçu que tout simplement, en changeant momentanément l'odeur de leur rivière, eh bien tous les saumons étaient à l'embouchure de la rivière, à dire pourtant il me semble bien que c'est là, oui moi aussi il me semblait bien que c'était là, mais pourtant on ne peut pas le sentir, c'est pas l'odeur habituelle. L'odeur se dissipe, l'odeur naturelle de la rivière arrive, oui il me disait bien, et tous les saumons se précipitent. Donc on sait très très bien maintenant qu'effectivement ça fonctionne avec un processus similaire ou nôtre. L'art de retrouver son chemin, c'est vraiment le processus de l'odorat. C'est ce que nous prouvent les chiens policiers tous les jours, n'importe quel chien. Flairer une piste, retrouver quelqu'un sous la neige, un chien d'avalanche, ils réussissent avec des molécules extrêmement infimes à retrouver donc des pistes pas croyables. Nous, c'est le défi qui nous est posé. C'est arriver à découvrir que, au-delà de l'histoire de la relation, de l'harmonisation avec tous, de l'harmonisation en tant que groupe, de passer de l'individualisme à la conscience d'ensemble, on va découvrir qu'au-delà de cette loi du sexe, la loi du sexe fondamentale, c'est la loi qui doit unir la personnalité et l'âme. Ça, c'est le couple fondamental. Maintenant qu'on a travaillé le couple au niveau horizontal et qu'on a trouvé toutes sortes d'alliances au niveau horizontal, comment réussir à allier le monde de l'âme et le monde de la personnalité? C'est ce qui nous mène tout droit à la méditation. La méditation est donc vraiment le sens même, on pourrait dire, de ce sens de l'odorat. L'odorat, c'est le sens de l'union, et l'union, c'est la méditation. Et donc méditer, c'est sentir. C'est pas un hasard si nous commençons toujours la méditation par respirer.
On respire, donc, vous voyez, comme ça, et puis après, on va respirer beaucoup plus haut, de manière à pouvoir réussir à s'unir. C'est vraiment donc quelque chose qui est extrêmement important. Je vous en redonnerai quelques petits détails tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui rentre complètement dans ce processus d'union, parce qu'il n'y a pas d'odorat sans respiration. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement porteur. Voilà donc toute la richesse, vous voyez, de ce processus. Et l'odorat, ça va nous emmener très très loin, parce que ça va nous emmener donc ici à ce qu'on appelle l'idéalisme fondamental. Lorsqu'on réussit à devenir les idéaux fondateurs, c'est plus simplement des idéaux que l'on a, mais on devient cela. Vous voyez comme l'odorat est vraiment quelque chose qui nous identifie, qui nous fait qu'on devient ce que l'on sent, et c'est pas, on ne reste pas en dehors. Et ça va nous amener à ce qu'on appelle l'omniscience. Alors ça peut surprendre, l'omniscience. On peut dire, tiens, mais c'est pas trop en rapport avec l'odorat. Oui, c'est très en rapport pourtant, parce que l'omniscience, donc des êtres qui arrivent à ce niveau de perfection, ils savent tout, non pas parce qu'ils ont tout appris, ils savent tout parce qu'ils sont tout. Je sais tout parce que je peux devenir tout, parce que je peux m'identifier à tout. Et donc j'ai la connaissance absolue, par l'intérieur, par l'identification, et non pas par le savoir, par le mental. C'est donc un processus, vous voyez, qui est complètement au-delà. Et les êtres qui arrivent là, à ce niveau-là, ça peut être des êtres vraiment qui sont en même temps parfaits, en même temps qui sont omniscients. Ils meurent en odeur de sainteté, qui au départ n'est pas du tout simplement une image. Ça veut dire que beaucoup de mystiques sont morts et leurs cadavres continuent de dégager une odeur de rose. Parce qu'ils étaient arrivés à un tel état d'harmonie que même la putréfaction, comme le compost en eux, finit par sentir bon. C'est ça qu'on appelle mourir en odeur de sainteté. Et là, on voit bien combien la perfection, l'omniscience, on voit bien comment ces deux éléments se rejoignent complètement. Nous en arrivons au point où on pourrait maintenant s'interroger sur la coopération entre ces deux sens. Cette conférence s'appelle « Le goût de vivre et d'unir ». Le goût et l'odorat. Et on voit bien comment ces deux mots peuvent s'écrire très différemment. On peut l'écrire simplement émotionnellement par l'imagination et l'affectif. Le goût de vivre, ouais, sympa, avec un petit V. Et le goût d'unir, ouais, effectivement, avec un petit U. Mais on voit très bien comment on peut l'écrire avec des majuscules. Le goût de vivre fondamentalement en tant qu'âme et le goût d'unir fondamentalement là aussi en tant qu'âme. Donc on voit bien que ça peut rester vraiment de l'un à l'autre. Et comment la progression de ces sens nous amène finalement de la minuscule à la majuscule. Le goût de vivre et d'unir simplement dans ma petite vie jusqu'à le goût de vivre et d'unir fondamentalement. C'est là toute la progression de ce processus. Alors c'est intéressant de voir que le goût va nous amener l'enthousiasme, va nous amener du dynamisme, va nous amener de l'idéal. Le goût, ça nous donne vraiment l'envie d'y aller. C'est ce qui donne l'agnac. On peut vraiment dire que le goût, c'est quelque chose qui est vraiment porteur, comme ça, quand ça fonctionne bien, de cet enthousiasme, de cette joie, et qui fait qu'on fait les choses. Alors, souvent, c'est ce qui fait dire qu'on fait les choses un peu par passion. Voilà, on a du goût. C'est remarquable de voir que, d'ailleurs, on a toujours du temps et de l'énergie pour faire ce dont on a le goût. Par contre, quand il y a quelque chose que vous dites « Non, mais là, j'ai pas le temps, non, mais en ce moment-là, je suis débordé », c'est clair, c'est que vous n'avez pas le goût. Ou alors c'est un goût moindre. Si vous regardez votre échelle de valeur, si vous regardez justement comment c'est classé, le temps est consacré à ce que vous aimez bien, et puis les goûts moindres, c'est si j'ai le temps, si j'ai de l'énergie, si j'ai de l'argent, puis ce que vous n'aimez pas du tout, c'est le plus tard possible. Voilà. Donc on voit vraiment un petit peu ce dynamisme consacré au goût. Par contre, quand on perd le goût, accidentellement ou autre, par maladie, ça arrive qu'on perde le goût physique, ça s'appelle l'agueusie. Donc du coup, on n'a plus du tout le goût au niveau des papilles gustatives. Bon, mais ça, c'est pas très important. Par contre, c'est la correspondance psychologique qui est importante. Perdre le goût, c'est perdre le sens des valeurs. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut perdre le goût, ça peut nous arriver souvent dans notre existence, quelquefois un petit peu, on en reparlera aussi tout à l'heure, momentanément, des moments où on est un petit peu perdu. Mais on peut quelquefois perdre le goût beaucoup plus profondément. Et quand on perd le goût très profondément, c'est des moments où on est carrément paumé. On ne sait plus où on en est. On a des valeurs dans tous les sens et vraiment, ça ne va pas du tout. Et on peut devenir complètement dépressif. La dépression, c'est la perte du goût. Et donc toute personne qui perd le goût, plus ou moins gravement, plus ou moins momentanément, devient dépressif. Plus rien n'a de sens, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien qui vaut, il n'y a même plus de futur. Alors que vous voyez combien le sens du goût par l'imagination nous donne le sens du futur, parce que nous donne le sens de l'idéal. Quelqu'un qui n'a pas le sens du futur ne peut pas avoir d'idéal, puisque l'idéal, par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on pense qu'il va exister. Donc ça donne un sens du futur. C'est pour ça que l'imagination nous amène directement dans cette dynamique. Si j'ai plus de goût, j'ai plus le sens du futur, donc il y a no future.
Donc voilà, je suis emprisonné de mon présent. Ben voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus rien. C'est affreux. Donc on peut vraiment souvent donner complètement dans l'aspect dépressif quand on perd ce sens du goût. L'odorat, lui, il nous donne la capacité de s'allier avec tout. Et oui, c'est pour ça qu'on disait, avec le goût, cette saveur, avec l'odorat, des millions de parfums. Bah oui. Il faut s'unir avec tout. Il faut être un avec tout. Il faut s'harmoniser avec tout. Et donc c'est ce qui nous donne cette capacité de pouvoir vraiment s'unir depuis la loi simple, la loi des sexualités, la loi des polarités, jusqu'à cette capacité de s'unir nous-mêmes à l'autre polarité qui est le monde, qui est le groupe, qui est l'ensemble, la planète. Ça, c'est l'odorat. Et si on perd l'odorat, ça arrive, hein, là aussi, accidentellement ou autre, quand on perd l'odorat, on perd ce goût de l'autre. On perd le goût de l'ensemble. On n'a plus envie d'être avec les autres. On perd complètement ça. Du coup, on n'a plus qu'envie, c'est d'être de plus en plus seul. Les gens qui perdent l'odorat momentanément, ou un peu, enfin à des degrés divers, se referment sur eux, se replient sur eux. Et finalement, voilà, puis je suis bien tout seul, parce que je suis pas bien avec les autres, et puis j'en ai marre. Et puis voilà. Et dans des cas graves, ils perdent même complètement la sexualité, carrément le rapport. Même des gens qui étaient dans un couple où ça allait bien, non, ça n'a plus qu'un intérêt. Je vais vivre tout seul parce que j'ai complètement perdu l'odorat. Et si je perds l'odorat, je dépresse. Je suis bien dépressif, parce que tout de suite, il y a des rapports de l'un à l'autre. Donc immédiatement, j'ai de moins en moins de goût. Donc forcément, ça va pas. Et plus je perds le goût, moins j'ai d'odorat. Et plus moins j'ai d'odorat, plus je perds le goût. Et oui, ces deux-là sont complètement ensemble et font qu'on devient quelqu'un de dépressif et seul. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître le fonctionnement. Parce que rien n'est jamais désespéré. Parce que rien n'est jamais définitif. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument remonter. Par contre, l'association est importante. Qu'est-ce que ça donnerait quelqu'un qui a le goût tout seul, très peu l'odorat? Et ça, je vais l'exagérer, mais c'est intéressant à regarder pour chacun d'entre nous, parce qu'on a tous, dans cette paire-là, un qui est plus fort que l'autre. On a quelquefois plus de goût que d'odorat, vous allez vous reconnaître, ou plus d'odorat que de goût. Si j'ai du goût, mais pas d'odorat, ça va faire que j'ai beaucoup d'idéaux. Ça veut dire que j'ai beaucoup de goût pour plein de choses. Et que vraiment j'ai envie de faire ça, et puis j'ai envie de ça, puis je crois très fort à ça, et à ceci, et à cela. Mais si j'ai pas d'odorat pour arriver à devenir cela, ça reste un peu lettre morte. Ça veut dire que l'odorat va être là pour faire que je devienne ce que mon goût indique. Mais si il n'y a pas ce relais, ça reste un petit peu un idéal. Je vais vous donner 2 exemples. Dans certains cercles ésotériques, on rencontre énormément de personnes qui sont des intellectuels de l'ésotérisme. Ça, ils savent tout sur tout. Ils savent tout sur la Kabbale, sur l'ésotérisme, ils savent tout sur les nombres, ils savent tout sur l'astrologie, ils savent tout sur ceci, sur les symboles. Ça, ils savent tout. Ils sont incollables, c'est des grosses têtes, et c'est leur goût. Très bien, c'est important. Je ne critique pas. Hein. Donc vraiment, ils sont complètement là. Et vous sentez que vraiment, c'est leur vie, c'est le goût de leur vie. Et vous vous dites, mais alors, parce qu'ils savent tout ça, c'est forcément de grands sages. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne le vivent pas. Tout simplement, ça ne se transforme pas dans leur vie parce qu'il n'y a pas d'odorat. Donc c'est leur goût, ils prônent ça, ils disent ça, ils vivent de ça, ils se nourrissent de ça. Vous voyez, le goût, c'est se nourrir, ils se nourrissent de ça. Et l'odorat qui est là, il dit, alors, on le vit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va pas en rester là. Non, je reste simplement au niveau du goût, je ne le transforme pas. Vous trouvez aussi, d'une manière beaucoup plus courante aussi, ce qu'on pourrait appeler des idéalistes de salon. Des gens qui ont des idéaux politiques, des idéaux sociaux, des idéaux sur l'écologie, des idéaux comme ça. Et puis vraiment, ils sont complètement dans ces idéaux-là. Est-ce qu'ils les vivent? Est-ce que ce sont des modèles? Est-ce qu'on peut dire vraiment, tiens, dans leur vie, ils sont parfaitement en cohérence avec ça? Moyennement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'odorat. Si je ne transforme pas mes goûts en quelque chose de vécu par l'intérieur, par l'odorat, ça reste des velléités. Ça reste comme ça des aspirations. Ça reste ça ne se transforme pas du tout. Vous voyez l'importance de l'odorat, comment il potentialise véritablement le goût, comment il transforme le goût. Le goût, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous apporte des choses. Bon appétit, on voit que tu es passionné par ça, ça te nourrit, mais c'est pas le but. L'odorat, il nous dit non, mais faut. La respiration, c'est pas tout rentrer, il faut aussi ressortir, il faut aussi expirer, il faut aussi amener à l'extérieur. Il faut donc amener par la respiration à se transférer vers le goût qu'on a. Si je sais plein de choses sur le monde de l'âme, vas-y, transfère-toi vers cette âme, deviens cette âme. Des idéaux sociaux, vas-y, fais en sorte de devenir ces idéaux sociaux sur le terrain, ou ces idéaux politiques sur le terrain. Deviens ce en quoi tu crois vraiment. Ça, c'est ce que dit justement l'odorat. Et qu'est-ce que ça donne si on a l'odorat sans le goût? C'est autre chose.
On est très 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 sensible à la sympathie, à l'affect et à se faire des amis immédiatement. C'est qu'on fonctionne dans la vie comme ça immédiatement. Oh, j'ai senti une sympathie, mais alors vraiment c'est presque comme un coup de foudre. On était bien ensemble, on était comme ça, on est sortis ensemble, c'est vraiment génial. Par exemple au niveau du couple, ah c'était super, on s'est rencontrés, comme si on s'était toujours connus, c'était vraiment très très bien, super, génial. Et au bout d'un certain temps, comme il n'y a pas de goût, vous avez pensé à regarder si vous aviez les mêmes valeurs? Non, mais certainement. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte que, bah non, mais qu'est-ce qu'on fout ensemble là? On n'a pas du tout les mêmes valeurs. Bah oui, on a simplement oublié le goût, donc on n'a pas du tout de discernement. Le discernement des valeurs, plouf, passé à la trappe. On s'est emballé tout de suite. Et donc ce sont les gens qui s'emballent comme ça, qui s'emballent pour des groupes. Ça existe même au niveau professionnel. Disant, oh, on s'est rencontrés, j'ai rencontré quelqu'un, on va bosser à deux, on va faire un groupe de ceci, un groupe de cela, professionnel, un groupe de recherche, un groupe de ça. C'est génial. Et puis c'est des gens sympas, on est une bande de potes, et on va vraiment bien bosser ensemble. C'est bien. On prend même pas le temps de regarder c'est vraiment quelles sont les valeurs fondamentales qui sous-tendent ça. On joue sur la sympathie immédiate, sur la syntonie qui se crée. Et au bout d'un certain temps, bah, ça se casse la figure, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'était pas du tout partis sur les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Pourtant, on avait bien sympathisé. Bah oui, sur le plan affectif, tout va bien. Ça veut dire qu'on était plein pot dans l'odorat, mais question goût, un peu limité. C'est les gens, par exemple, qui se précipitent sur les premières fake news venues. Oh, cette nouvelle, je suis sûr que c'est pas une fake news. Non, ça, je la sens bien. Oh, je suis sûr que c'est ça. Ça, le gouvernement nous cache quelque chose. Ça, on est manipulé. Oh, ça, c'est sûr. Ça, je suis certain. Voilà, ça, c'est du 100%. Celui qui est plutôt dans le goût dit, tu as discerné un peu, tu t'es renseigné, non, c'est pas la peine, c'est évident. De toute façon, tout est manipulé. Faut sentir. Faut le faire comme ça au senti. Moi, je le fais au senti. D'accord. Et ben voilà comment on tombe dans tous les pièges de notre société de pseudo-information. Donc, parce qu'on manque de discernement. Donc vous voyez comment il faut avoir les deux et comment une approche sans l'autre nous trompe énormément. Il faut donc qu'ils fonctionnent ensemble. Toujours ce fameux goût de vivre et d'unir. On retrouve d'ailleurs avec cette paire-là quelque chose dont je vous rappelais l'existence au tout début de la conférence ce soir et que nous avons traité la fois dernière. Je vous disais que pour pouvoir aller de plus en plus dans cette conscience solidaire, qu'il fallait qu'on s'éduque de plus en plus au mental, au cœur et au sens, à la sensibilité. Regardez comme on retrouve ça étrangement ce soir, ça vous donne à quel point le sens du goût et de l'odorat sont une base fondamentale pour démarrer cette histoire de sensibilité. À travers le goût, on va trouver l'importance d'un fonctionnement mental, de discernement. À travers l'odorat, on va retrouver un système de cœur, beaucoup plus d'alliance, de percevoir comment s'unir. Tout ça, ce sont des sens. On retrouve donc notre trilogie composée de mental, de cœur et d'essence. Et comment il nous faut allier justement ces trois éléments pour pouvoir progresser. Progresser à travers le goût odoré, c'est vraiment ça qui est important. Progresser à travers le goût de vivre et d'unir, c'est vraiment quelque chose que nous devons avoir constamment à l'esprit. Comment ? Peut-être en pensant à une phrase que nous, adultes, nous avons facilement tendance à dire aux enfants. Goûte d'abord. Tu diras après si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Mais goûte au moins. Parce qu'il est vrai que les enfants ont certaines tendances à ne pas vouloir goûter, à rester sur leur a priori et dire non, c'est pas bon. T'as pas goûté, tu ne peux pas dire si c'est pas bon. Si on y réfléchit bien, je crois qu'on pourrait se répéter cette phrase régulièrement à un certain nombre d'adultes et à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est extraordinaire comme on est paresseux du point de vue du goût odorat. Pour bien signaler les deux, je vais appeler ça un goût odoré. Bon, vieux mot français odoré. Donc un goût odoré, c'est vraiment quelque chose qui a subi à la fois le goût, puis qu'on l'a vraiment habité parce que c'est devenu quelque chose qui fait partie intrinsèquement de nous. Dans l'enfance, le nombre de goûts odorés qui nous ont forgés, c'est absolument extraordinaire. Il y en a eu plein. Et donc ces goûts odorés, ça peut correspondre à justement des expériences extraordinaires. Des moments où on a vécu ça, c'était vraiment idéal, et puis du coup je l'ai un peu idéalisé, puis je l'ai tellement vécu, j'ai tellement respiré que ouais, ça c'est un très très bon souvenir, et ça va rester marquant. Aussi au niveau négatif, il y a donc des choses que j'ai vécues aussi dans l'enfance en disant oh, plus jamais ça, alors ça vraiment horreur, terminé, ça j'en ai très mauvais souvenir. Ça c'est des goûts odorats, ça joue extrêmement fort. Et vous savez que par rapport au passé, on voit la fameuse petite Madeleine de Proust, qui est à la fois un processus donc de goût et d'odorat, et qui fait que quand il trempe sa petite Madeleine dans, je sais plus, dans le tilleul, ça, ma mémé qui me faisait, bon, ouais, c'est un vrai système de souvenirs, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est engrammé en nous, et donc qui nous pèse.
Et qui fait que dans notre vie, il faut se rendre compte combien nous fonctionnons la plupart du temps sur des goûts odorés qui datent depuis longtemps. Seulement, comme finalement on vit dans un système harmonieux, on est bien. Et pourquoi est-ce qu'on chercherait d'autres goûts? Pourquoi est-ce qu'on chercherait d'autres choses? Donc quand on nous propose des choses nouvelles, et la société ne cesse de nous proposer des choses nouvelles, intéressantes, au niveau de la culture, au niveau de la recherche, au niveau du savoir, au niveau des prises de conscience plus fondamentales, on a tendance à dire, à juger ça à partir justement de nos goûts odorés anciens, de notre passé, de ce qui nous plombe. Et donc après on dit, non, j'ai pas envie, non, ça me tente pas. Non, ça, non. Oh non, ça, je le sens pas du tout. Et à chaque fois qu'on vous répond ça ou que vous vous dites ça, il faudrait dire, mais goûte d'abord. Commence par goûter, tu diras après si t'aimes ou si t'aimes pas. Et là, on se rend compte qu'effectivement, souvent, on a des a priori qui font qu'on a bloqué notre sens du goût. On n'est plus en recherche dans notre sens du goût odoré. C'est fini. Du coup, on ne cherche pas du tout, on se limite complètement à ce qu'on connaît. Ça suffit à notre bonheur, ça suffit à notre harmonie. Et puis voilà, on rentre dans un ça me suffit du goût odoré qui ne nous fait pas spécialement évoluer. Voilà pourquoi il est vraiment tellement important de se rendre compte de ça et de se dire et de se le répéter, parce que vous allez voir que quand on commence à s'observer, on peut se le dire quasiment tous les jours, par rapport à toutes sortes de propositions. Oui, très bien, pas bien. Goûte d'abord. Et tu diras après. Ou regoute. Quand c'est quelque chose, ça j'aimais bien quand j'étais petit. Oui, regoute. Je ne parle pas d'aliments, je parle d'ambiance, je parle d'aspect psychologique, je parle d'idées. Moi je suis de gauche depuis que je suis petit, ou moi je suis de droite depuis que mes parents... Oui, regoute. On va peut-être pas rester sur ce vieux goût. Ça a évolué depuis. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir, goûte d'abord et après tu diras si tu aimes ou si tu aimes pas, mais il faut vraiment se replonger dedans, voir à quel idéal ça résonne et voir si justement le taux vibratoire sur lequel on trouve cet idéal, est-ce qu'il nous correspond ou il ne nous correspond pas. Donc avançons constamment. Rendons-nous compte que ce sens du goût, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut absolument développer. Tellement de choses nous accompagnent dans cet élevage du goût, parfois, cette éducation au goût, parfois aussi, jusqu'à un moment donné où ça nous amène à ce point que je décrivais tout à l'heure avec l'arborescence, où on se trouve là quelque part à mi-chemin entre tout ce que nous avons accumulé comme goût personnel et puis le moment d'aller véritablement vers d'autres goûts et de partir vers les goûts les plus essentiels. Et là, c'est un moment difficile. Ça, c'est un moment difficile parce qu'à un moment donné, on peut dire que là, on est arrivé à une porte où plus personne ne peut plus rien pour nous. C'est le moment où on est arrivé à suffisamment de maturité, les sens nous ont permis de nous développer, de savoir qui on est, pourquoi on veut, quel est notre sens des valeurs. Et si à un moment donné on dit, mon sens de valeur, voilà, c'est le haut, c'est le monde de l'âme. Ok, il faut y aller, mais là, c'est moi tout seul. Il faut que je passe la porte et que je le développe progressivement, parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir véritablement faire le travail à ma place. On est en groupe, on est ensemble, on peut s'encourager les uns les autres, mais personne ne peut faire le travail à ma place. Or, ce point-là, il n'est pas simple parce que c'est un véritable court-circuit de valeurs. Toutes les valeurs auxquelles je croyais avant qui m'ont fait vivre, elles sont de moins en moins prenantes. Il y en a plein qui tombent même. Il y en a personne que ça, j'ai plus envie, ça me plaît de moins en moins. Quelquefois même, on interprète ça comme un signe de vieillesse. Plus je vieillis, moins j'ai envie, c'est peut-être grave. Il y a même des gens qui essaient de se redonner artificiellement le goût pour ne pas vieillir. C'est anti-évolutif au possible. C'est du pain béni quand des vieilles valeurs tombent. Au contraire, il faut être sûr de bien les éliminer, en profitant encore une fois de ce mois poisson, et donc laisser tomber. Mais il reste quand même tout un corpus de valeurs qu'on n'a pas du tout envie de lâcher pour le moment, mais on sent bien que c'est incompatible avec les nouvelles valeurs de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un moment où on est un petit peu dans un désordre, c'est un moment où on ne sait plus trop où on est, où ça se bagarre, et c'est un moment un peu de mini-dépression. Ça peut apparaître comme ça, parce qu'on ne croit plus trop aux valeurs, même si on sent que quelque chose en nous aspire encore un peu à ces valeurs du bas, mais on n'y croit plus. On croit beaucoup plus à ces valeurs d'en haut, mais on ne peut pas encore dire que ça nous aspire vraiment. Alors, on va où ? Donc du coup, on se rend bien compte que les valeurs d'ici, non. Alors on nous dit, alors, tu crois au monde de l'âme ? Oui, c'est ces valeurs-là. Alors vas-y, avec enthousiasme. Oui, c'est ça, j'y vais. Donc avec enthousiasme, oui, c'est les valeurs de l'âme. Voilà. Bon, voilà. On sent qu'on va y aller, mais oui, c'est pas ça. Du coup, c'est comment qu'on fait ? Par la méditation. Je vais méditer. Voilà, je vais méditer, donc j'ai le goût pour les méditations, et puis je vais respirer, ça va aller mieux. Et si je sors de ma méditation, voilà, c'était une belle méditation. Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'a pas été spécialement régénéré. Mais c'est un moment qui peut durer. Quelquefois, ça peut durer des mois, mais ça peut durer des années.
Dans certains cas, très rares, ça peut durer une vie, à un moment donné où on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas vraiment à sortir de ce moment-là pour pouvoir aller véritablement donc dans ces valeurs-là. C'est là où justement la méditation va être extrêmement importante avec la respiration. Je vous en parlais tout à l'heure du rôle important de la respiration par rapport à l'odorat. Mais il y a quelque chose d'autre où il est vraiment aussi extrêmement important par rapport à ce qu'on a dit le mois dernier. Le mois dernier, à propos de la solidarité, on avait vu que le vecteur fondamental de la solidarité, c'était le corps éthérique. Ce corps éthérique global, ce corps d'énergie globale dont nous sommes un échantillon nous-mêmes. Or, comment est-ce qu'on réussit à vitaliser ce corps d'énergie? Par la respiration. Chaque fois que nous respirons, et on sait bien qu'il y a une fonction donc d'oxygénation, mais il y a aussi une fonction où on prend le prana de l'air, l'énergie de l'air, c'est transmis donc par deux petits points qui sont ici, et ça nourrit complètement notre corps éthérique. Notre corps éthérique est vitalisé quand on fait une respiration consciente. D'où l'intérêt justement de la respiration en yoga, en méditation ou dans différentes disciplines, où on sent que quelquefois quelques minutes de respiration rythmée comme ça, eh bien c'est quelque chose qui peut nous régénérer véritablement. Donc c'est vraiment ce qui régénère le corps vitalisé. Et donc, quand on régénère notre corps, comme ce corps, comme nous l'avons vu, n'est qu'un échantillon de ce qui est globalement, eh ben, on régénère, on participe à la vitalisation du corps éthérique global. Et on rentre complètement dans ce monde de la solidarité. Et regardez un petit peu le triple mouvement qui est en train de se faire quand on respire. Quand on respire, on régénère notre propre corps vital. Du coup, ça nous met complètement en unité avec la solidarité globale. Et comme on est en pleine odorat, on s'unit complètement à cette solidarité. On fait les trois en même temps. Non seulement on est en train de voir cette énergie et de se rendre compte qu'on participe à cette solidarité, mais on la respire, on la devient. C'est pas un idéal simplement qu'on a, c'est pas le goût de voir l'énergie, c'est le fait de devenir cette énergie globale. On devient la solidarité. C'est vraiment la clé, vous voyez, de ce processus respiratoire. Et là, on a vraiment tout ça en même temps. C'est pour ça que c'est très important, parce que quand on n'a pas le goût, quand je vous disais dans ce moment-là, et qu'on va méditer, c'est vrai que souvent on fait les choses par devoir, parce qu'on a le goût, on sait que c'est par là l'idéal, mais on n'arrive pas à le sentir, on n'arrive pas à le respirer. Donc on fait les choses par devoir. Je vais méditer parce que j'ai décidé qu'il fallait méditer, mais voilà. Pourtant, on peut s'en sortir. En effet, l'imagination est extrêmement importante. L'imagination est créatrice au niveau du goût. On voit comment l'imagination a réussi à créer toute une société. Et donc, il faut tout simplement imaginer la qualité la plus grande que vous puissiez imaginer. L'amour, l'unité, la lumière, l'harmonie, la qualité dont vous vous sentez le plus proche. Vous l'imaginez le plus fortement possible. Et puis quand vous arrivez à imaginer un tout petit peu, vous enclenchez l'odorat. Vous la respirez. Vous la respirez, vous devenez un petit peu cette qualité, et puis vous la rejoignez, et puis vous la devenez, et puis vous la rejoignez, et vous allez apercevoir qu'à un moment donné, plus vous imaginez, plus vous arrivez à sentir, plus vous arrivez à sentir, plus vous imaginez, plus vous imaginez, plus vous sentez, et qu'à un moment donné, ça y est, ça s'ouvre, un peu comme le soleil qui se dégage des nuages. Il y a une espèce de grand sourire qui s'ouvre à l'intérieur. Et puis, vous y êtes. Vous êtes complètement sorti de la petite dépression, vous venez de retrouver à la fois la lumière par le goût et l'odorat. C'est magique, il faut l'essayer, ça marche en très très peu de temps. Naturellement, la démarche première, c'est de le vouloir. Il y a des moments où on boude dans notre dépression. On sait très bien qu'on peut le faire, on sait très bien qu'on y est déjà arrivé à le faire, m'en fous, je ne le fais pas. Voilà. Je vais rester dans mon absence de goût, parce que, bon, ça vous passera, c'est pas grave, il y a des moments comme ça. Bon. Mais à un moment donné, finalement, on sort toujours. Il y a toujours le soleil qui finit par sortir des nuages. Donc vraiment, c'est important d'arriver à utiliser comme ça, vous voyez, l'imagination de la qualité, la sentir, l'imaginer, la sentir, l'imaginer. Il y a une espèce de relais qui se fait entre le goût et l'odorat et qui nous amène véritablement à retrouver l'être fondamental que nous sommes. C'est vous dire à quel point le goût et l'odorat, quand je vous disais au début, ils sont fondamentaux dans notre société, dans notre monde. Oui, au point de vue économique, on en a dit quelques mots, mais de notre point de vue d'évolution. À eux deux, comment ils décrivent toute notre capacité d'évoluer. Et on n'a pas encore vu les trois autres. Mais vous verrez que justement, quand on verra l'ouïe, le toucher et la vue, et qu'on apprendra à écouter, à toucher et à regarder au-delà des apparences, on verra que ça ne peut se faire que si on a le goût. Parce que si vous n'avez pas le goût de le faire, c'est même pas la peine, ça ne se passera pas.
C'est si jamais vous avez le goût, que vous avez senti ce goût, que vous êtes dans ce goût odoré, alors oui, on va pouvoir être prêt pour entendre au-delà, toucher au-delà et voir au-delà. Mais la base, ce qui donne la possibilité de le faire ou pas, c'est ce goût et cet odorat. Je vous propose de méditer là-dessus.